Je me souviens très bien de Thomas. C'était quelqu'un de sensible, attentif, profondément investi dans ce qu'il faisait. Et pourtant, un simple mot pouvait le bouleverser pendant des heures, parfois même des jours. Un collègue faisait une remarque, parfois anodine, parfois maladroite, et immédiatement quelque chose se déclenchait en lui. Il doutait, il ruminait, il se repassait la scène encore et encore. Il se demandait pourquoi est-ce que ça m'a autant touché? Pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose? Et un jour, au lieu de chercher à changer les autres ou à fuir ce qu'il ressentait, il a commencé à se poser une question différente. Une question simple, mais essentielle. Qu'est-ce que ça touche en moi? C'est là que tout commence. Parce que nous avons souvent l'illusion que ce sont les autres qui créent notre souffrance. Nous disons « il m'a blessé, elle m'a humilié, ils m'ont rejeté ». Et bien sûr, il y a des paroles, des gestes, des attitudes qui peuvent être réellement douloureux. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces mêmes paroles n'ont pas le même impact sur tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ce qui est dit qui nous affecte, c'est l'endroit en nous où cela résonne. Chapitre 1. Ce qui vous touche révèle ce qui est fragile en vous. Thomas a commencé à observer cela avec une honnêteté qu'il ne s'était jamais autorisé jusqu'alors. Un jour, un collègue a critiqué son travail. Immédiatement, il a ressenti cette montée de tension, cette gêne, ce malaise familier. Mais au lieu de fuir cette sensation ou de se défendre mécaniquement, il s'est arrêté. Il a pris un instant et il a regardé ce qui se passait en lui. Et ce qu'il a découvert était très simple, mais profond. Ce n'était pas seulement la critique. C'était la peur de ne pas être à la hauteur. C'était le besoin d'être reconnu. C'était une ancienne blessure, bien plus ancienne que cette simple remarque, qui cherchait à se faire entendre. La psychologie nous enseigne quelque chose de fondamental. Nos réactions émotionnelles intenses sont souvent des indicateurs. Elles pointent vers des zones fragiles en nous, des endroits où il y a encore du doute, de la peur, de l'insécurité. Et tant que ces zones restent inconscientes, elles nous rendent vulnérables. Chaque remarque devient une attaque. Chaque silence devient un rejet. Chaque regard devient une interprétation. Mais à partir du moment où vous commencez à voir cela, quelque chose change. Je me souviens d'une femme qui me disait un jour « Avant, je pensais que les autres me faisaient souffrir. Maintenant, je comprends qu'ils réveillent quelque chose en moi. Et cette prise de conscience est libératrice, parce qu'elle vous redonne du pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, pensent ou font, mais vous pouvez comprendre ce qui se passe en vous. Et lorsque vous comprenez, vous pouvez transformer. Thomas a commencé un travail intérieur très simple. Chaque fois qu'une émotion forte apparaissait, il ne cherchait plus à l'éviter. Il s'arrêtait, il observait, il se demandait « Qu'est-ce que je ressens exactement? Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Au début, c'était inconfortable, parce que regarder en soi demande du courage. Cela demande d'accepter de voir ses peurs, ses fragilités, ses manques, mais c'est aussi là que réside la transformation. Petit à petit, il a commencé à comprendre ses réactions. Il a vu que certaines critiques le touchaient parce qu'il se jugeait déjà lui-même très durement. Il a vu que certains silences le blessaient parce qu'il avait peur d'être oublié. Et à partir de là, les choses ont commencé à s'apaiser. Pas parce que les autres avaient changé, mais parce que lui commençait à se comprendre. Je me souviens qu'un jour, il m'a dit « C'est étrange, les gens disent toujours des choses, mais ça me touche moins. Comme si ça ne pénétrait plus aussi profondément. » Et c'est exactement cela. Quand vous éclairez vos zones sensibles, elles perdent peu à peu leur pouvoir. Elles ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elles deviennent moins réactives, moins douloureuses, moins envahissantes. La psychologie appelle cela la mise en conscience. Ce que vous comprenez, vous commencez à le maîtriser. Ce que vous ignorez, vous le subissez.
Je me souviens d'une image que Thomas utilisait. Avant, j'étais comme une maison sans mur, tout entrait. Maintenant, j'ai des fenêtres. Je peux voir, mais je choisis ce que je laisse entrer. Et cette image est très juste. Comprendre ce qui vous touche, ce n'est pas se blâmer. Ce n'est pas dire que tout vient de vous. C'est reconnaître que vous avez un espace intérieur et que cet espace mérite d'être exploré, compris, apaisé. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde extérieur qui doit devenir parfait pour que vous soyez en paix. C'est votre relation avec vous-même qui doit devenir plus consciente. Et le jour où vous commencez à voir clairement ce qui vous touche, ce jour-là, vous commencez à ne plus en être contrôlé. Chapitre 2. Se libérer du besoin d'approbation. Je me souviens de Claire. Elle avait cette capacité étonnante à s'adapter à tout le monde. Elle savait dire les bons mots, sourire au bon moment, éviter les conflits, lisser les tensions. On l'aimait bien, tout le monde l'aimait bien. Et pourtant, au fond d'elle, il y avait une fatigue immense, une sensation de vide, presque invisible, mais constante. Un jour, elle m'a dit quelque chose de très simple. Je crois que je ne sais plus qui je suis quand je ne cherche pas à plaire. Cette phrase est bouleversante, parce qu'elle révèle un mécanisme très profond, le besoin d'approbation. Nous avons tous, à un certain niveau, ce désir d'être aimé, accepté, reconnu. C'est humain, c'est même essentiel dans l'enfance. Mais ce qui est naturel au départ peut devenir avec le temps une dépendance silencieuse. Parce que lorsque votre valeur dépend du regard des autres, alors chaque regard devient un jugement, chaque silence devient un doute, chaque critique devient une blessure. Claire passait énormément de temps à analyser les réactions des autres. Un message sans réponse, elle s'inquiétait. Un ton un peu froid, elle se remettait en question. Elle essayait constamment de corriger, d'ajuster, d'améliorer son image pour correspondre aux attentes. Et le problème, c'est que ces attentes changent sans cesse. Alors, elle courait sans jamais vraiment arriver. La psychologie nous enseigne quelque chose de fondamental. Tant que vous cherchez votre valeur à l'extérieur, vous restez dépendant d'un système instable. Les autres ne sont pas constants. Leurs humeurs changent, leurs perceptions varient, leurs attentes évoluent, et si votre équilibre repose sur cela, alors votre paix devient fragile. Je me souviens du moment où quelque chose a basculé pour Claire. Ce n'était pas un grand événement, c'était un moment très simple. Elle avait exprimé une opinion sincère dans une discussion et quelqu'un n'était pas d'accord. Le ton était un peu froid, un peu critique. Et comme d'habitude, elle a ressenti cette montée d'inconfort, cette envie de se justifier, de se corriger, de se faire accepter, mais cette fois, elle ne l'a pas fait. Elle est restée silencieuse, elle a respiré et elle a laissé l'autre ne pas être d'accord. Ce moment, aussi discret soit-il, a été un tournant parce qu'elle a découvert quelque chose de nouveau. Elle pouvait être elle-même, même si cela ne plaisait pas. Et le monde ne s'effondrait pas. Je me souviens qu'elle m'a dit plus tard, « J'avais peur de perdre quelque chose, mais en réalité, j'ai gagné quelque chose. » Ce qu'elle a gagné, c'est un espace intérieur, un espace où elle n'avait plus besoin d'être validée pour exister. C'est cela, le détachement du besoin d'approbation. Ce n'est pas devenir froid, distant ou indifférent. C'est cesser de dépendre du regard des autres pour se sentir en valeur. C'est comprendre que vous pouvez être aimé sans être parfait et que vous pouvez ne pas plaire sans perdre votre valeur. Je me souviens d'un homme qui disait « Le jour où j'ai accepté que certaines personnes ne m'aiment pas, j'ai enfin commencé à me respecter. » Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est souvent se trahir un peu, dire oui quand on pense non, se taire quand on voudrait parler, s'adapter au point de s'oublier. Et cela crée une fracture intérieure, une distance entre qui vous êtes et qui vous montrez. La psychologie appelle cela l'incongruence. Et cette incongruence est épuisante. Claire a commencé petit à petit à faire des choix différents.
dire ce qu'elle pensait avec respect, refuser certaines choses sans culpabilité excessive, accepter que certaines personnes s'éloignent. Et oui, cela a été difficile, parce que lorsque vous changez, certaines relations changent aussi. Mais en même temps, quelque chose de plus profond s'est construit. Une stabilité, une cohérence, une forme de paix. Je me souviens qu'un jour, elle m'a dit « Avant, j'avais peur du jugement des autres. Maintenant, j'ai plus peur de me trahir moi-même. » Et cette phrase marque une transformation essentielle. Parce que lorsque vous vous respectez intérieurement, le regard des autres perd de son pouvoir. Il ne disparaît pas, mais il ne vous définit plus. Il ne vous contrôle plus. Vous pouvez entendre une critique sans vous effondrer. Vous pouvez ressentir un rejet sans vous perdre. Vous pouvez être différent sans vous sentir inférieur. Et c'est là que quelque chose de très profond se produit. Vous commencez à vivre à partir de vous-même et non plus à partir du regard des autres. L'estime de soi authentique ne vient pas de l'approbation. Elle vient de la cohérence, du fait de vivre en accord avec ce que vous ressentez, pensez et croyez. Et cette cohérence crée une force intérieure, une stabilité, une liberté. Je me souviens d'une image que Claire utilisait. Avant, j'étais comme une feuille portée par le vent. Maintenant, j'ai des racines. Et ces racines, personne ne peut les arracher parce qu'elles ne dépendent plus du monde extérieur. Elles sont en vous. Chapitre 3. Apprendre à observer sans absorber. Je me souviens d'une scène très simple, presque banale. Dans un métro bondé, une femme était debout, tenant la barre, plongée dans ses pensées. À un moment, quelqu'un l'a bousculée violemment, suivie d'une remarque sèche, presque agressive. Autour, les regards se sont tournés, l'atmosphère s'est tendue, et pourtant, elle n'a pas réagi comme on s'y attendrait, elle n'a pas répondu avec colère, elle n'a pas cherché à se défendre immédiatement, elle a simplement respiré, ajusté sa position et a continué comme si ce moment ne lui appartenait pas vraiment. Ce n'était pas de la faiblesse, ce n'était pas de l'indifférence, c'était autre chose, c'était la capacité à observer sans absorber. Et cette capacité est une véritable révolution intérieure. Parce que très souvent, nous confondons deux choses, percevoir et intégrer. Nous pensons que parce que nous voyons, entendons, ressentons quelque chose, nous devons forcément le prendre en nous, le garder, le ruminer, le transformer en émotion durable. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une habitude. Je me souviens d'un homme, Karim, qui vivait exactement l'inverse. Chaque parole qu'on lui adressait semblait pénétrer profondément en lui. Une critique restait pendant des jours. Une remarque maladroite devenait une blessure. Même les humeurs des autres semblaient le contaminer. Il disait souvent « je ressens tout et ça m'épuise ». Et en réalité, il ne faisait pas que ressentir. Il absorbait. Il prenait les émotions des autres, leurs tensions, leurs frustrations et les faisait siennes. La psychologie nous enseigne que notre cerveau est naturellement empathique. Nous captons les signaux émotionnels autour de nous, mais il y a une différence essentielle entre capter et porter. Observer, c'est voir ce qui se passe. Absorber, c'est en faire une partie de soi. Et beaucoup de souffrance vient de cette confusion. Je me souviens du moment où Karim a commencé à expérimenter autre chose. Ce n'était pas spectaculaire, c'était presque imperceptible. Un jour, quelqu'un lui a parlé avec impatience. Comme d'habitude, il a ressenti cette montée intérieure, cette tension, cette envie de réagir. Mais au lieu de répondre immédiatement, il s'est arrêté. Il a pris une respiration et il s'est dit intérieurement « ce n'est pas forcément contre moi ». Cette phrase a créé un espace. Un petit espace, mais suffisant pour changer la suite. Il a observé le ton de l'autre, son agitation, son stress, et pour la première fois, il a vu quelque chose de différent.
Cette émotion ne venait pas de lui. Elle passait devant lui et il n'était pas obligé de la saisir. C'est cela, apprendre à observer sans absorber. C'est comprendre que tout ce qui se passe autour de vous ne vous appartient pas. Les émotions des autres ne sont pas toujours les vôtres. Leur colère n'est pas forcément une attaque personnelle. Leur silence n'est pas forcément un rejet. Mais pour arriver à cela, il faut développer une forme de présence, une capacité à rester ancré en soi, même lorsque le monde extérieur est agité. Karim a commencé à pratiquer quelque chose de très simple. Dans les moments de tension, au lieu de réagir immédiatement, il se concentrait sur sa respiration juste quelques secondes. Et ces quelques secondes changeaient tout. Elles interrompaient le réflexe. Elles empêchaient l'émotion de s'installer automatiquement. Elles créaient un choix, réagir ou laisser passer. Petit à petit, il a découvert quelque chose de nouveau. Toutes les situations ne méritent pas une réaction. Toutes les paroles ne méritent pas une réponse. Toutes les émotions ne méritent pas d'être portées. Je me souviens qu'un jour il m'a dit « Avant, j'étais comme une éponge. Maintenant, je suis comme une vitre. Je vois, mais tout ne reste pas. » Et cette image est très juste. Devenir une vitre, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas se couper du monde, c'est simplement ne plus tout laisser entrer. C'est choisir. La psychologie appelle cela la régulation émotionnelle. C'est la capacité à accueillir une émotion sans se laisser submerger par elle. Et cette capacité change profondément la manière dont vous vivez. Parce qu'à partir du moment où vous n'absorbez plus, vous devenez naturellement plus stable, plus calme, plus libre. Je me souviens d'une autre situation. Quelqu'un a critiqué Karim devant d'autres personnes. Avant, cela l'aurait profondément affecté. Il aurait ressenti de la honte, de la colère, un sentiment d'injustice qui aurait duré des jours. Mais cette fois, il a entendu les mots, il a perçu l'intention, mais il n'a pas laissé cela définir ce qu'il ressentait de lui-même. Et après, il m'a dit simplement « C'est étrange, ça m'a touché un peu, mais ça ne m'a pas envahi. » Et c'est exactement cela le changement. Ce n'est pas devenir insensible, c'est ne plus être submergé, c'est garder un centre, un espace intérieur stable qui ne se laisse pas emporter à chaque vague extérieure. Chapitre 4. Se reconstruire de l'intérieur. Je me souviens de Marc. Après une rupture difficile, il s'est retrouvé face à un silence qu'il n'avait jamais vraiment connu. Au début, il a cherché à le fuir. Il sortait souvent, voyait du monde, remplissait ses journées comme si chaque minute devait être occupée pour éviter de ressentir. Il me disait « Si je m'arrête, je pense. Et quand je pense, ça fait mal. » Alors, il avançait sans pause, sans respiration intérieure. Mais malgré tout ce mouvement, quelque chose restait vide. C'est souvent ce que nous faisons face à la douleur. Nous cherchons à la combler de l'extérieur. Des distractions, des relations, des projets, des écrans, du bruit. Et pendant un moment, cela fonctionne. Cela apaise, cela donne l'illusion que tout va mieux. Mais ce n'est qu'une surface. Parce que ce qui n'est pas rencontré à l'intérieur reste. La psychologie nous montre que lorsque nous évitons nos émotions, nous ne les supprimons pas, nous les repoussons. Et ce qui est repoussé revient souvent plus fort, plus diffus, plus difficile à comprendre. Marc a fini par atteindre un point où toutes ses stratégies ne suffisaient plus. Il était entouré mais seul, occupé mais vide, et un jour, presque malgré lui, il s'est arrêté. Il est resté chez lui, sans distraction, sans échappatoire, et là, quelque chose d'inconfortable est apparu. Le manque, la tristesse, les questions sans réponse, tout ce qu'il avait essayé d'éviter. Au début, il a voulu fuir encore, mais cette fois, il a fait quelque chose de différent. Il est resté, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il n'avait plus envie de fuir, et ce moment a été un tournant.
Parce que pour la première fois, il a commencé à se rencontrer lui-même. Pas l'image qu'il donnait aux autres, pas le rôle qu'il jouait dans les dîners entre amis, mais ce qu'il ressentait vraiment dans le silence de cette pièce. Il a commencé à se poser des questions simples. Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce que j'attends des autres? Pourquoi j'ai autant besoin de combler ce vide? Et petit à petit, il a compris quelque chose de fondamental. Ce qu'il cherchait à l'extérieur, il ne se l'était jamais donné à lui-même. De l'attention, de la reconnaissance, de la présence, nous passons souvent notre vie à attendre que quelqu'un vienne remplir nos manques, mais ces manques ne sont pas des trous à combler, ce sont des espaces à rencontrer. La reconstruction intérieure commence ici, pas dans l'agitation, mais dans la rencontre avec soi. Je me souviens qu'au début, Marc trouvait cela difficile. Être seul avec lui-même lui semblait étrange, presque inconfortable. Il n'avait pas l'habitude de s'écouter vraiment. Alors, il a commencé doucement. Quelques minutes de silence le matin, des moments sans distraction, des promenades seules où il laissait les pensées venir sans les chasser. Et dans ces moments, il a commencé à se reconnecter à quelque chose de simple, sa propre présence. La psychologie appelle cela l'ancrage intérieur. C'est la capacité à être avec soi-même sans chercher à fuir. Et cette capacité change tout. Parce que lorsque vous êtes bien avec vous-même, vous ne cherchez plus les autres pour combler un vide, mais pour partager quelque chose. Et cette différence est immense. Marc a aussi commencé à voir ses blessures différemment. Au lieu de les rejeter ou de les cacher comme des preuves de faiblesse, il les a regardées avec plus de douceur. Il a compris que certaines de ses peurs venaient de son histoire, de ses expériences passées, de moments où il s'était senti abandonné ou insuffisant. Et au lieu de se juger pour cela, il a commencé à s'accueillir. Je me souviens qu'un jour il m'a dit « C'est la première fois que je me traite avec un peu de gentillesse ». Et cette phrase est essentielle, parce que la reconstruction intérieure ne se fait pas avec la force, elle se fait avec la bienveillance. Ce n'est pas un combat, c'est un processus. Petit à petit, Marc a changé. Pas extérieurement, au début. Intérieurement, il se sentait plus stable, moins dépendant, moins fragile face aux événements, et cela a eu un impact sur tout le reste. Ses relations sont devenues plus équilibrées, ses choix plus alignés avec ce qu'il était vraiment, sa manière de vivre plus calme, parce qu'il ne cherchait plus à être complété. Il était déjà en train de se construire. Je me souviens d'un moment où il a rencontré quelqu'un après cette période de reconstruction et il m'a dit quelque chose de très simple. C'est différent. Je n'ai pas besoin qu'elle me sauve. J'ai juste envie de partager. Et c'est là que réside la transformation. Quand vous vous construisez de l'intérieur, vous ne dépendez plus de l'extérieur pour exister. Les autres deviennent un plus, pas une nécessité. Et cela change profondément la manière dont vous êtes affecté par tout ce qui arrive. La psychologie nous enseigne que la solidité intérieure est la base de la résilience. Ce n'est pas éviter les difficultés, c'est ne plus en être détruit. Je me souviens d'une image que Marc utilisait. Avant, j'étais comme une maison construite sur le sable. Maintenant, j'ai des fondations. Et ces fondations, personne ne peut les enlever. Parce qu'elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de vous. Chapitre V, comprendre que tout passe. Je me souviens d'un vieil homme que j'ai rencontré un jour dans un parc. Il était assis tranquillement sur un banc, regardant les passants avec une forme de douceur presque étonnante. À côté de lui, la vie continuait dans toute son agitation. Des enfants couraient, des couples se disputaient, des gens riaient, d'autres semblaient pressés, stressés. Et lui, il observait avec un calme profond, comme s'il regardait la rivière couler sans avoir besoin d'y entrer. Je me suis assis à côté de lui. Après quelques minutes de silence, il m'a dit simplement « Tu vois, tout passe.
Les gens oublient ça. Sur le moment, cette phrase peut sembler simple, presque banale, mais elle contient une vérité qui, lorsqu'elle est réellement comprise, transforme profondément la manière de vivre. Parce que nous avons tendance à croire que ce que nous vivons maintenant est permanent. Une douleur semble interminable. Un rejet semble définitif. Une difficulté semble insurmontable. Et nous nous accrochons, nous résistons, nous voulons que cela disparaisse immédiatement. Ou au contraire, nous voulons retenir ce qui nous fait du bien. Mais la réalité est autre. Tout change, tout évolue, tout passe. La psychologie appelle cela l'impermanence. Et c'est un principe fondamental de l'expérience humaine. Je me souviens d'une femme, Isabelle, qui traversait une période très difficile, une rupture, un sentiment d'échec, une tristesse immense qui semblait ne pas vouloir partir. Elle me disait « J'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. » Et je comprends cela. Quand on est dans la douleur, elle remplit tout l'espace. Elle devient le présent et semble être l'avenir tout entier. Mais avec le temps, quelque chose s'est produit. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais doucement, presque imperceptiblement. La douleur a changé de forme. Elle s'est adoucie. Elle est devenue moins envahissante. Et un jour, Isabelle m'a dit « C'est étrange, ce qui me faisait souffrir autant est toujours là quelque part, mais ça ne me détruit plus. » Ce moment est essentiel, parce qu'il montre que même les émotions les plus intenses ne sont pas figées. Elles évoluent, elles passent. Et lorsque vous comprenez cela profondément, quelque chose se détend en vous. Vous n'avez plus besoin de lutter autant. Vous pouvez laisser les choses exister sans croire qu'elles dureront pour toujours. Isabelle a commencé à changer sa manière de se rapporter à ses émotions. Au lieu de dire « je suis triste », elle disait « il y a de la tristesse en moi en ce moment ». Cette nuance, qui peut paraître minime, est en réalité très importante, parce qu'elle crée une distance. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas vos émotions, vous les traversez. Et comme tout ce qui est traversé, elles finissent par passer. Mais ce principe ne s'applique pas seulement à la douleur. Il s'applique aussi à ce que nous aimons. Les moments heureux passent, les relations évoluent, les situations changent. Et cela peut faire peur parce que nous aimerions que certaines choses restent, mais en réalité, accepter que tout est temporaire rend chaque moment plus précieux. Je me souviens d'un homme qui disait « Avant, j'avais peur de perdre ce que j'aimais. Maintenant, je l'apprécie pendant que c'est là. » Et cette attitude change tout. L'attachement rigide crée de la peur. L'acceptation crée de la paix. Lorsque vous comprenez que tout passe, vous arrêtez de vous accrocher désespérément. Vous arrêtez de lutter contre chaque inconfort. Vous arrêtez de vouloir contrôler l'incontrôlable. Et à la place, vous commencez à accueillir. Je me souviens d'une situation très simple. Isabelle reçoit un message qui autrefois l'aurait profondément affectée. Un ton distant, une réponse courte. Avant, elle aurait analysé pendant des heures, interprété, souffert. Mais cette fois, elle a lu et elle s'est dit « peut être que ça passera ». Et elle a continué sa journée. Et effectivement, cela est passé. Ce petit moment illustre une grande transformation. Comprendre l'impermanence, ce n'est pas devenir indifférent, c'est devenir plus léger. C'est ne plus donner à chaque événement un poids définitif. C'est savoir que ce que vous ressentez maintenant n'est qu'un moment dans un mouvement plus grand. La psychologie nous enseigne que cette conscience réduit l'anxiété, diminue la rumination et augmente la résilience. Parce que si tout passe, alors même les moments difficiles ne sont pas une fin, ils sont une phase. Et cette certitude change profondément la manière dont on traverse les épreuves. Je me souviens de l'image que le vieil homme du parc m'a offerte avant de partir. Il a dit, avec cette douceur tranquille qui lui était propre, « Les émotions, c'est comme les nuages.
parfois sombre, parfois lumineux. Mais le ciel reste. Et cette image est très juste. Vous êtes ce ciel. Les émotions passent, les situations passent, les gens passent. Mais ce que vous êtes profondément reste. Et lorsque vous comprenez cela vraiment, vous cessez de vous perdre dans chaque tempête. Vous apprenez à attendre, à respirer, à laisser passer. Et dans cet espace, une paix nouvelle apparaît. Une paix qui ne dépend plus de ce qui arrive ou disparaît. Une paix qui vient de cette certitude simple et puissante. Quoi qu'il arrive, cela aussi passera. Si cette réflexion vous a touché, si quelque chose en vous a résonné avec ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne et partagez ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces chemins intérieurs qui mènent vers plus de liberté, de clarté et de paix.